Salam alaikum, Azul Filaoud, bonsoir. L'ancien gendarme algérien Mohamed Abdallah, qui avait pris la fuite en Espagne depuis 3 ans, connu pour son engagement révolutionnaire contre le régime, a été extradé par les autorités espagnoles vers l'Algérie alors qu'il avait demandé asile et protection dès son arrivée sur le territoire espagnol en 2018. Le régime a récemment lancé un mandat d'arrêt international à son encontre en relation avec ses activités politiques. Mohamed Abdallah s'était présenté pour renouveler son titre de séjour, comme il le fait tous les 6 mois. Mais il a été surpris par son arrestation et son transfert vers un centre de détention administrative pour les migrants en situation irrégulière. La décision d'extradition est une véritable catastrophe, non seulement pour le danger encouru par l'activiste Mohamed Abdallah qui pourrait subir les pires sévices, torture et même risquer la mort, sachant que la peine de mort est appliquée en Algérie, surtout pour un déserteur de l'armée. Mais aussi pour tous les Algériens se trouvant en Europe et qui ont également demandé asile et protection qui ne seront plus en sécurité. Les questions qui se posent, pourquoi le régime traque un petit gendarme, Mohamed Abdallah, et oublie le grand gendarme? Oui, le grand gendarme, le général Ghalib El-Qsir, en fuite en France et en Espagne depuis l'été 2019. Le général Ghalib El-Qsir, ex-patron de la gendarmerie nationale, est accusé de haute trahison pour la cour militaire de Blida. Disposant d'une fortune accumulée, Ghalib El-Qsir s'installe alors entre l'Espagne et la France. Recherché par la justice algérienne qui a émis des mandats d'arrêt internationaux contre lui, le général Ghalib El-Qsir a été cité dans une longue enquête sur un programme d'octroi de la citoyenneté du Vanuatu à des personnalités de plusieurs pays du monde, controversées ou recherchées, publié jeudi le 15 juillet 2021 par le journal britannique The Guardian. Oui, le général El-Qsir s'est acheté une autre nationalité, tout simplement. Mais pourquoi les autorités algériennes n'ont pas mis le paquet pour faire extrader El-Qsir alors qu'il est accusé de trahison? Comment peut-on expliquer la fuite d'un autre haut gradé de l'armée, le général Habib Chentouf, l'ex-commandant de la première région militaire? Des médias algériens parlent de sa présence en Espagne, où il aurait demandé l'asile politique. Comment Nazar est rentré au pays? Tant de questions. Le retour au pays de l'ancien ministre de la Défense, le général-major à la retraite Khaled Nazar, après un exil de plus de 18 mois, n'a cessé d'alimenter le débat en Algérie. De nombreuses questions reviennent sur la procédure judiciaire qui lui a permis de rentrer chez lui, alors qu'il faisait l'objet d'une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle et d'un mandat d'arrêt international, prononcé par le tribunal militaire de Blida pour complot et atteinte à l'ordre public. Cerise sur le gâteau, le retour de Khaled Nazar à bord d'un avion présidentiel, s'il vous plaît. L'extradition de Mohamed Abdallah démontre l'acharnement du régime à en finir avec le Hirak, mais aussi sa faiblesse à faire face à un soulèvement populaire et à son idée. Al-Hirak fikra, wal fikra la tamout. في نهار مغيم جاز عليا حسبت بغدا خلاصة الدنيا كنت صغيرة وما زلني نيرة كي تعلي جامي بكاو عليا عالبكري عرفت الدنيا فانية فانية يهنوا فيها اللي قلوبهم فاضية نسيت وضربتني موجة عالية عالية حمامة جابت لي بيضة خاوية برجليهم ولاو كان غير ما
باللي دياب ما ينساو طفي والضوء يخلوها في الواو الحجرة الضوء بالديب ما يتوب ما يكوفنيش يعطيتو وردة ضربني بالطوب وما رحمنيش يا البحر يقول للموج ما ينقسنيش يعرفني عوامة ما يخوفنيش اسمحلي يا قلبي خسر عليا عمرتك بهموم فاضوا بيا بالإسلامك ضد أنا يا بريا بكيتو ضحكوا عليا البحرية كحالة القلوب وكتر الكدوب بان اللي مخبي وبانوا العيوب أنا في بالي يا البحر نية صدقت لي كنت صغيرة طقت الدنيا بصفعة خطفتني كي وريت لها وش قلبي مخبي الويل وراتني صحابي جبدوا بيا الحصيرة مشاو خلاوني بريزلام خلاوني حكيت همومي موج البحر وحدو اللي سمعني بقيت على حالي نشكي للرب Le régime traque le petit gendarme et oublie le grand gendarme. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique, qui sera avec nous via Skype depuis le Canada. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS depuis Alger, Karim Kbir, journaliste aussi, qui sera avec nous depuis Alger, et professeur Nordin Aoussat, militant politique, conférencier depuis Paris. On va commencer cette émission avec notre cher Adel Jabbar qui est avec nous, on me dit à l'oreillette. Adel Jabbar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum Nasser, c'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Donc bonjour à tous vos invités, avec une mention spéciale à Karim Tabou, pour qui j'ai beaucoup de respect, et puis à tous les Algériens de la diaspora et de l'intérieur du pays. Merci beaucoup, cher Adel Jabbar. Le plaisir est partagé, cher ami. On va commencer, avant de vous donner la parole, Adel Jabbar, je vais juste demander à l'équipe technique si on peut faire passer des images extraordinaires de la marche de Paris, avant d'entamer aussi d'autres questions. Vous savez très bien l'extradition de Mohamed Abdallah hier en Algérie depuis donc l'Espagne. On va en parler de cette question, de cette extradition. Mais avant tout, on va commencer par ces images extraordinaires donc, de la diaspora algérienne en France, à Paris, qui a marché aujourd'hui et qui, on peut dire, est en train de montrer, de démontrer aussi que le Hirak est toujours là. On regarde ces images et je reviens. On a entendu donc ce slogan, ça a été donc aujourd'hui à Paris. Adel Jabbar, je vous donne la parole. Quel est votre sentiment quand vous voyez des images comme ça, la marche à Paris aujourd'hui? Je commencerai par dire que je suis totalement effondré par ce qui est arrivé à notre peuple en Algérie. Je me recueille profondément à la mémoire de tous les martyrs qui sont morts, aussi bien par les incendies que par la négligence criminelle du pouvoir qui a privé les Algériens d'oxygène. Je reviendrai sur le triste événement hier qui a consisté en la déportation
en extradition illégale, contraire à toutes les lois et conventions internationales d'un jeune activiste, en l'occurrence Mohamed Abdallah, qui n'avait pour arme que son honnêteté, son acharnement à lutter contre la corruption, la gabegie d'un corps de sécurité dont tous les chefs sont en prison ou en fuite. Aujourd'hui, ce régime criminel est en train de nous démontrer que rien n'a changé, surtout depuis le retour des génocidaires, des vieux génocidaires des années 92, qui ont investi la cabine de pilotage et qui sont en train de piloter en sous-main cette Algérie-là, au détriment de toute l'égalité. Je suis effondré. J'ai été effondré hier quand j'ai appris qu'il a été déporté injustement, contrairement aux lois du pays d'accueil, contrairement aux lois de la communauté économique européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'ONU. Je ne me suis pas étonné parce que je connais en dessous de table les pratiques incestueuses ou les relations incestueuses qui existent entre les mukhabarat espagnols et les mukhabarat algériennes. Cette forfaiture n'est pas la première pour les gens de mon âge qui se rappellent. En 1987, il y a eu une grosse pression qui a été exercée sur l'Espagne, 86, pour fermer le bureau du MDA et chasser Ben Bella. En contrepartie de quoi, les mukhabarat algériennes, qui sont les spécialistes des coups tordus, ils ne préparent et ils ne savent faire que des coups tordus. Ils avaient aussi fermé le bureau de l'ETA qui recevait en grande pompe, qui était prise en charge royalement à l'Orassi et à Club des Larbins. Et puis ils ont fini par liquider le chef de l'ETA dans un accident de moto à Blouaria en 1987. Et ils ont livré tous les militants de l'ETA. Il en était de même pour les militants de la liberté des îles Canaries, qui ont tous été livrés. Un peu plus loin derrière nous, je me rappelle, j'avais 21-22 ans à l'université, on avait démantelé aussi les Black Panthers de Eldridge Cleaver et d'Angela Davis, que nous rencontrions chaque jour sur la terrasse du Bora Bora, et auprès de qui nous apprenions les ABC de la Révolution. Donc moi, rien ne m'étonne de la part d'un régime dictatorial, inique, et puis sauvage, et qui n'a absolument aucun respect pour l'humanité. Normalement, ce monsieur-là, on devrait lui accrocher des médailles de bravoure, d'honnêteté, de patriotisme et de nationalisme, au lieu de le ramener et de l'envoyer dans l'usine de la mort de la caserne Hebla. Adel Djebbar, on me dit à l'oreillette qu'on a avec nous Karim Tabou. Je pense que vous avez eu un message au début de votre intervention, mais Karim n'était pas avec nous. Je pense qu'il vous écoute, si vous voulez donc lui transmettre votre message. Je lui réitère toute mon amitié, mon respect pour son combat militant. Tabou, c'est la carrure de l'homme d'État. C'est un monsieur qui, pour moi, il est plus jeune que moi de 20 ans ou 25 ans, mais pour moi, il incarne l'Algérie de demain. Donc je verrai bien le destin de ce grand monsieur, de ce grand politicien, être confondu avec celui de l'Algérie nouvelle de demain, qui est incarnée par ses enfants les plus patriotes, les plus propres, et qui sont prêts à payer le prix pour que notre peuple puisse accéder à la citoyenneté, à la liberté et à l'indépendance, et se débarrasser de cette racaille de dictature sauvage, primaire et primitive. Je vous ai promis de faire passer votre message à Karim Tabou, mais je pense que Karim Tabou est avec nous, il vous écoute. Karim Tabou, coordinateur donc, national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. Bonsoir Karim, Zulfillah, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, toutes mes salutations aux téléspectateurs, à Qanat al-Magharibiya, et puis merci pour les éloges de notre camarade Adel. Franchement, moi, tout ce que je fais, je le fais d'abord avec conviction, puis je le fais modestement parce qu'en fait, tous les actes qu'on accomplit quotidiennement, qu'ils soient de nature politique ou d'action de solidarité envers les gens qui souffrent,
est une attitude révolutionnaire, est une attitude militante, est une attitude qui veut que nous devons et nous avons la responsabilité de mener ce combat pour lever tous les goulots d'étranglement qui empêchent ces Algériens d'avoir leurs propres opinions, leurs propres espoirs, et puis leur avenir est en jeu. Hein. Et les Algériens devront, et ils le savent très bien, qui peuvent plus laisser leur destin se jouer au-dessus de leur tête par des gens qui ont montré leurs limites et puis leur incapacité à gérer un pays de la dimension de l'Algérie. Karim Tabou, si on revient un peu sur les événements qui n'arrêtent pas de s'accélérer en Algérie, et cette extradition donc de Mohamed Abdallah, l'ancien gendarme, quel est votre sentiment par rapport à cette affaire? Beaucoup d'indignation, bien sûr, chez les hirakistes, chez les militants politiques, surtout ceux qui sont à l'étranger. Karim Tab. Vous savez, du côté espagnol, j'ai bien écouté et je suis d'accord avec M. Adel quand il décrit un peu la nature des relations qui existent entre les différents services. Mais une grande partie aujourd'hui de l'Occident, entre guillemets, notamment des États, ils sont plus sensibles à l'odeur du gaz et du pétrole qu'aux valeurs et aux principes sur lesquels est fondée l'humanité, sur lesquels d'ailleurs ont été élaborées des plateformes, des déclarations. Je parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis toutes les chartes qui codifient un peu la vie citoyenne dans le monde. Malheureusement, et je rajoute, en Espagne, on a bien exécuté Khider dans ce pays, et de nos jours, le crime est resté impuni, est resté comme une affaire obscure qui s'est déroulée en Espagne. Bien sûr que la promesse, souvenons-nous également, que la promesse qui fut donnée aux Algériens et que les autorités qui ont été imposées après le Hirak, après le 12 décembre, depuis l'élection, depuis entre parenthèses l'élection présidentielle, tout est mis entre parenthèses dans ce pays, était la récupération de l'argent des Algériens. Mais bon, à défaut de récupérer cet argent, à défaut de lutter contre la corruption, eh ben on a trouvé mieux, on a trouvé plus expéditif de lutter contre les gens qui dénoncent la corruption. C'est ce qu'on appelle en médecine la médecine bulgare. À défaut de tuer le virus ou le microbe, on préfère tuer le patient. Comme ça, on finit avec tout. Et là, d'une manière claire, il y a une vraie volonté d'en finir avec le Hirak, avec l'idée du Hirak, avec la dynamique du Hirak, par n'importe quel moyen, quitte à recourir au chantage et puis à la collaboration, à la coordination entre les services. Il a bien dit notre ami. Est-ce que vous pensez, Karim Tabou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, je vous la rends tout de suite. Est-ce que vous pensez que cette extradition donc, de Mohamed Abdallah visait avant tout le Hirak? Toutes les actions qui sont menées contre les animateurs du débat, contre les animateurs du Hirak, contre tous les influenceurs, qu'ils soient ici en Algérie ou ailleurs, bien sûr que le procédé est connu. Hein, on enveloppe cela par des accusations, par des choses qu'on invente de toutes pièces. C'est clair. Il y a bien des hirakistes en Algérie qui se retrouvent accusés de choses qui, dans l'apparence, n'ont rien à voir avec le Hirak, mais dans le fond, ils ont été ciblés pour avoir été des animateurs du Hirak. Et on a bien vu, finalement, à chaque cas est presque une attitude punitive, une leçon
que le pouvoir veut infliger violemment aux gens. Lorsqu'on a arrêté Draarni, ce fut un message aux journalistes. Lorsqu'on a arrêté Bourga'a, c'était un message à cette génération témoin des déviations et des dérives depuis l'indépendance. Lorsqu'on a arrêté des artistes, ce fut également un message qui est adressé aux artistes. Et maintenant, quand on pousse jusqu'à demander l'extradition dans des procédures et des procédés obscurs, cela également constitue une lettre, un message qui est adressé à la diaspora, la communauté algérienne à l'étranger. Quoi qu'on dise, la diaspora, les Algériens résidant à l'étranger, ils ont été cet amplificateur des voix qui ont rendu audible, visible une révolution exceptionnelle. Et je pense que le fait qu'on a encore fermé des frontières et puis on a soumis la communauté algérienne à l'étranger à des conditions impossibles parfois à réaliser, avec des prix exorbitants de billets pour venir chez soi, tout cela relève tout simplement d'une politique punitive à l'égard de toutes les personnes qui contestent et qui ont contesté ce système, ce pouvoir. Donc très clairement, chaque acte de violence qui est accompli contre les gens qui ont été les influenceurs du Hirak montre bien que le tout pacifique du Hirak est en face du tout violent et de tout répressif du pouvoir. Si on faisait une comptabilité entre ce qu'a fait le Hirak depuis le début et ce qu'a fait le pouvoir depuis le début, vous allez vous rendre compte que le Hirak, pendant 2 ans, il a fait preuve de pacifisme, de civisme, de responsabilité et de tout ce qui est moderne et civilisé, et de l'autre côté, on a eu tous les actes de violence, de manipulation, de tentatives de division, de violence, de répression, d'accusations gratuites, d'utilisation de la justice, tout cela montre bien que les deux tableaux, il y a le tout blanc, c'est le tout pacifique, c'est le tout sérieux, c'est le tout responsable, c'est le tout qui donnait de l'espoir aux Algériens, et de l'autre côté, il y a le tout violent, le tout qui consistait à tout manipuler, l'essentiel étant de se maintenir. En termes clairs, et je l'ai dit une fois lors de mes interventions d'ailleurs sur Qanat al-Magharibiya, j'ai dit sur le plan des relations de l'Algérie vis-à-vis des capitales occidentales, l'Algérie adopte une politique très simple. C'est tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Tout céder pour les étrangers et puis tout contrôler à l'intérieur pour qu'aucune voix ne vienne. Mais Karim Tabou, est-ce que vous pensez que c'est les puissances étrangères, et là aujourd'hui on est en train de parler de l'Espagne, certes que ces pays essayent bien sûr de courir ou de préserver leurs intérêts, mais est-ce que c'est l'intérêt aussi de collaborer avec un régime que beaucoup d'observateurs disent qu'il va mener le pays droit au mur? Et on sait très bien que s'il y a crise majeure en Algérie, ça peut provoquer aussi des violences et ça peut provoquer aussi de l'exode des Algériens envers l'autre rive de la Méditerranée. Vous savez, d'abord, la première partie de votre question concernant l'attitude occidentale à l'égard de la notion des droits de l'homme, de la citoyenneté, etc. C'est vrai, à l'échelle de la société civile, de la communauté internationale dans sa version société civile intellectuelle, elle continue de militer, elle continue d'engager des actions en faveur des droits de l'homme et de la citoyenneté. Mais quand ces partis et même une partie de cette élite arrive à l'exercice de fonctions officielles, c'est la fameuse phrase de Jospin, quand il était Premier ministre, amis et camarades militants,
qui a dit un jour que je suis contraint dans mon expression quand il s'agit de l'Algérie. Ça résume tout. Et on a bien vu des crimes masqués. Je vous donne un autre exemple. Bernard Kouchner était un ami, un camarade militant. Ce fut un ami d'Aït-Ahmed, ce fut un ami de Annie Messili, ce fut un ami militant qui, pendant des années, était engagé aux côtés des militants du FFS, aux côtés d'Aït-Ahmed, pour réclamer la vérité sur l'assassinat d'Annie Messili. Mais lorsque Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères, eh ben vous savez, face à l'arrestation de Hassani, à Paris, parce que des infos circulaient qu'il aurait été un des commanditaires, un des responsables de l'assassinat de Messili. L'attitude du secrétaire général du FLN à l'époque, Sofi Jamal Ould Abbas, était sans équivoque. Vous allez le libérer, sinon on annule tous les contrats avec vous. Kouchner, en tant que ministre des Affaires étrangères, a dû donc pratiquement donner un point de vue qui, dans un pays démocratique, ne pouvait pas être formulé comme ça, puisqu'il s'agit d'une interférence claire dans les affaires de la justice. Et finalement, par l'autorité du pouvoir politique en France, la justice a fini par tenir compte de la raison de l'État. Et en fait, les principes de la justice et des droits de l'homme, parfois, ils sont bafoués, même dans les pays dits démocratiques et qui proclament toutes les valeurs universelles des droits de l'homme. Donc, on est devant une situation qui fait qu'il arrive que pour des raisons économiques de chantage et puis même la définition de la stabilité. On a eu beaucoup de débats avec des gens à l'étranger, dans des conférences, dans des débats, etc. On a une fausse définition de la stabilité. Une grande partie des lobbies d'influence, d'intérêt dans certains pays européens considèrent que tant qu'il y a un régime qui sert de poste avancé de garde et qui empêche des flux migratoires et qui arrive jusqu'à légiférer et à criminaliser l'acte de tentative de partir d'une manière illégale dans des pays étrangers. Quand un régime fait preuve d'une telle disponibilité, il fait une loi qui criminalise l'acte de harraga, et puis il est là, il montre sa capacité à collaborer et à être un poste avancé de garde. Des fois, les Occidentaux, ils ont une approche très, très réduite de la stabilité. Et puis, ils ont une notion très réduite même de la démocratie. Ils pensent que la démocratie, dans les pays du Sud, va se suffire de l'organisation des élections. Peu importe comment se déroulent les élections, le plus important, c'est qu'il y a une apparence, et cette apparence leur fait bonne conscience, et ça les dispense de toute critique à l'égard des régimes du Sud. Très, très bien. Karim, restez avec moi parce que j'aimerais aussi vous poser des questions sur la situation actuelle aussi après les incendies. Quelles ont été les conséquences? Est-ce que les Algériens ont été pris en charge correctement? On va essayer de voir ça avec vous. Adel Djebbar, je vais revenir à vous sur cette question donc de traque des autorités algériennes, des militants politiques ou des dissidents, si on peut dire, les opposants au régime qui sont à l'étranger. On l'a vu avec la déportation de Mohamed Abdallah. Pourquoi le régime est en train de mettre le paquet contre donc les militants politiques à l'étranger? Un petit gendarme, et quand je dis petit, c'est en termes de grade, alors qu'on laisse le grand gendarme Raghib Belkacir qui est en fuite, qui est accusé de trahison. Adel Djebbar. Il ne faut pas essayer de rentrer dans la tête d'une dictature pour comprendre ce qui se passe. Quand vous faites ce saut-là vers l'inconnu, vous êtes en train d'aller vers
le cerveau d'un psychopathe, un malade mental, qui voit tout en noir, qui ne voit que des ennemis partout, il voit des clous partout, et lui, c'est le marteau qui vient enfoncer ses clous. Il est dans cette logique. Ne soyons pas naïfs, ou ne soyons pas surpris ou indignés, encore une fois. Nous avons connu cette voyoucratie depuis le début de l'indépendance algérienne. L'Algérie a été violée en 1962 par un ramassis de voyous d'une armée venue qui faisait la sieste en dehors de l'Algérie et qui est venue se faire un transfert du bail de colonisation. Et puis elle a engrossé l'Algérie, et donc l'Algérie a eu une matrice satanique. Et depuis le temps, on ne produit que du démon. Citez-moi une seule chose qui a été réalisée au profit du peuple algérien, sans pour autant que, au passage, on écume des dizaines et des centaines de milliards de dollars. Vous évoquez deux gendarmes, c'est-à-dire deux grands bandits, parce qu'il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de directeur général de la police, il n'y a que des voyous. Il n'y a pas d'État dans ce pays, un semblant d'État ou un État de lieu, comme je dis, qui est accaparé, qui est gangréné par une mafia de vieillards incultes, criminels, assassins, sicaires. Ils ne savent parler et s'exprimer que par la violence. Quand je compare le niveau de Abdallah Mohamed, pour moi, si j'étais président en Algérie ou si j'étais ministre de la Défense ou chef de je ne sais pas trop quoi, je le recevrais sur un tapis rouge pour lui dire, viens, t'es un jeune, l'avenir est pour toi, cette Algérie-là, voici les valeurs dont on voudrait qu'elle se dote, dont on voudrait qu'elle s'habille pour aller vers un meilleur et un avenir où tous les jeunes Algériens pourront vivre tranquillement, de manière apaisée, dans un pays où il fera bon vivre. Malheureusement, avec ces voyous-là, l'Algérie est devenue un enfer. Et c'est le début. Moi, je vous assure, quand je vois de loin comme ça, je me dis, la dictature de Sisi va paraître comme du gâteau ou une cerise sur une pâtisserie. Parce que les gens que nous avons, c'est de véritables sauvages. Maintenant, en termes de marketing mafieux à l'international, vous voyez aujourd'hui celui qui fait office de ministre des Affaires étranges, c'est le même qui est parti quand il y a eu le Hirak, il a été envoyé par Gaïd Saleh, je le répète devant 40 millions d'Algériens, pour aller vendre un gros mensonge aux Européens pour leur dire faites très attention, il ne s'agit pas d'une révolution démocratique, d'une demande d'émancipation et de libération du peuple algérien, il s'agit du retour des barbus et des terroristes islamistes. Aujourd'hui, c'est quoi la carte qui est en train de jouer ce pouvoir mafieux et cette armée mafieuse? Elle est en train de dire nous sommes vos chiens de garde ici, en Afrique du Nord. Nous n'allons pas permettre l'arrivée massive d'Africains et d'Algériens qui sont en train de crever par la faute d'un Occident cupide, d'un Occident égoïste. Vous savez que les relations internationales sont basées sur deux choses. Un, les intérêts, seulement les intérêts, et la force. C'est-à-dire que l'Amérique n'avait pas de politique étrangère. Elle avait le gourdin. Vous rentrez, vous marchez avec nous, sinon on vous fracasse. Donc l'Espagne, aujourd'hui, elle a fait valoir ses intérêts au détriment de sa morale. Elle a perdu sa morale. Et elle s'en fout royalement. Pour eux, Abdallah Mohamed ne représente rien, comme ne représenterait strictement rien beaucoup d'Algériens qui sont en train de mourir noyés dans la mer ou mourir de feu ou faute d'oxygène. Donc, moi, je ne m'étonne pas du tout. Je me dis, ils sont dans leur rôle. C'est à nous de mettre un terme à la violence de ce régime criminel, antinational, à la limite de la trahison. Il faudrait qu'on puisse constituer un front uni, nous solidariser comme nous l'avions si bien fait durant les feux de Kabylie. Ils s'attendaient à ce que le peuple algérien, quand ils ont tué le martyr Jamal Besmaïl, ils pensaient que les Algériens allaient réagir différemment, ils allaient réagir violemment pour aller contre la Kabylie. Oui. Sur cette question, Adel Djebbar, j'aimerais poser cette question Karim Tabou, Karim Kbir sera avec nous aussi dans cette émission parce qu'on va libérer Karim
et vous allez rester avec nous, Adel Jabbar. Karim Tabou, sur les derniers incendies, bien sûr des événements très douloureux qu'ont vécu les Algériens, l'unité nationale a été testée, Karim Tabou, mais aussi ces événements et ces incendies ont montré aussi l'échec des pouvoirs publics en Algérie. Quelle est votre lecture? Parce que je sais, on a parlé un peu, il y a des personnes qui sont à l'hôpital de Douira et que vous leur faites visite chaque jour. Karim Tabou, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? En tout cas, moi je le fais avec beaucoup de modestie parce que je sens franchement le devoir de le faire. Ils sont une trentaine de brûlés. Pour une grande partie, ils ont des brûlures de 3e degré. Malgré l'effort qui est fait par le corps médical, qui consent un effort extraordinaire, tout le reste est problématique. Même s'il y a des apports importants de la société civile, il y a une vraie solidarité, des gens qui viennent, qui ramènent plein de choses, qui essayent de soulager un peu les patients, mais les patients souffrent de quelques graves insuffisances. D'abord, le premier, jusque-là, je n'ai pas vu se prendre en charge une des dimensions importantes dans la gestion d'une telle catastrophe, c'est l'aspect psychologique. Vous imaginez, il y a des brûlés qui sont là et qui ne savent même pas qu'ils ont perdu leur mère, leur père, leur sœur, et ils sont dans des conditions difficiles. La gestion de la période post-traumatique, elle est là et elle manque beaucoup de prise en charge. Et puis la deuxième, et que c'est grâce aux bénévoles, parce que vous avez des gardes-malades qui sont par moment, ils ne sont pas entraînés à la gestion de telles situations, d'autant plus que les brûlés, ils sont vulnérables devant la pandémie Covid-19. Vous avez des cas de brûlés qui ont attrapé le Covid au niveau même de l'hôpital. Et ils sont vulnérables, ils sont fragiles, et donc les risques de contamination sont très élevés. Et vous avez des gardes-malades qui ne sont pas entraînés et parfois qui manquent de produits de désinfectants, etc., malgré un effort remarquable, une mobilisation remarquable de gens, de simples gens, de la société civile, des associations. Et puis également, il y a des moments où il y a des problèmes de disponibilité de médicaments. Par exemple, il y a les pommades courantes qu'on a l'habitude d'utiliser. Le générique algérien, c'est la pommade Mebo. Je le rappelle notamment pour nous, les amis qui sont en Algérie, qui peuvent faire l'effort de venir en aide à ces malades. Et puis il y a également des fois manque de biafine, qui est également une autre pommade réparatrice qu'on peut utiliser dans des cas de brûlés. Et puis vous avez une situation de gens qui ne sont pas encore remis de leur traumatisme. Vous avez un jeune de 18 ans qui, dans sa tentative de sauver sa famille, de sauver des gens de son village, il est brûlé au niveau de ses membres inférieurs, ses pieds, ses mains et sur son visage, sur sa tête. C'est des situations très très difficiles. Et là, on n'en parle pas. C'est dramatique qu'il y ait autant de dégâts humains, autant de morts, autant de personnes qui sont là dans des hôpitaux qui souffrent. Mais sur la toile ou sur la scène, il y a une tendance à fixer le débat sur
le cas Jamal Ben Ismaïl, nous regrettons, nous avons dénoncé, nous avons considéré que c'était un crime injustifié, que les personnes responsables, les vrais responsables devront répondre de leurs actes, mais le crime qui fut l'incendie, puis le deuxième crime qui fut la facture macabre de ces incendies. Jusque-là, je pense qu'on a dépassé les 150 morts. Et puis, il y a également ces personnes qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux, dans des conditions difficiles. Mais il y a également... Karim Tabou, on a vu Abdelmajid Tebboune se déplacer à l'hôpital de Dararia et déclarer que l'État met tous les moyens qu'il faut pour prendre en charge ces grands brûlés. Il a précisé, il a rajouté, en disant quitte à les envoyer à l'étranger, de cette occasion, les brûlés de Douira nécessitent, comme ils sont, le transfert à l'étranger. Je vous assure, malgré l'effort qui est fait par le corps médical, par le personnel médical, il y a, et je viens d'apprendre d'ailleurs cet après-midi, la mort de la 6e personne qui fut d'ailleurs hospitalisée. Voilà, on vient de m'appeler, il est décédé il y a moins d'une heure. À la fois, voilà, il y a ces patients qui voient les gens avec qui ils ont été admis à l'hôpital, un par un. Et voilà, le premier il est décédé, le deuxième, le troisième, le quatrième. On est tenté d'avoir des peurs. On peut piquer même des dépressions. On peut s'interroger quel est l'avenir, quel est le sort de tous ces brûlés. Je vous dis, la situation n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup sur ces cas-là. Ces brûlés demandent vraiment une décision courageuse de les transférer à l'étranger pour les prendre en charge. Parce que tout l'effort du corps médical de l'hôpital de Douira ne suffit pas pour rétablir ces gens qui sont brûlés. Dans la plupart des cas, c'est des gens brûlés au 3e degré dans des parties sensibles de leur corps. Et ça peut conduire malheureusement à des situations comme celle qu'on vient d'apprendre, le décès du 6e patient depuis l'hôpital de Douira. Merci beaucoup Karim Tabou, merci d'être avec nous, merci à vous. Karim Tabou, certes, c'est très douloureux ce que vous êtes en train de décrire après cette catastrophe, les incendies, encore une autre douleur des patients et des brûlés qui n'ont pas été pris en charge correctement. On a avec nous Karim Kebir et professeur Nordin Awsat. Karim Kebir, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébien. Merci à vous, Karim Kebir. Karim Kebir, si on revient un peu sur cette affaire de l'ancien gendarme qui a été extradé de l'Espagne vers l'Algérie à la demande des autorités algériennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Est-ce que le régime est en train de traquer à l'étranger ses opposants et surtout les militants politiques connus pour leur engagement pour le Hirak? Non, je crois que c'est une option stratégique qui a été prise dès lors que depuis le mois de mai ils ont classé les deux organisations comme étant des organisations terroristes. Donc dès lors qu'ils avaient décidé de les classer en tant que tels, donc forcément, par voie de conséquence, il était prévisible et attendu à ce que tous les sympathisants ou ce qui se réclament de ces deux mouvances, qu'ils soient traqués un peu partout à travers le monde. Maintenant, il y a lieu de s'interroger plutôt, c'est-à-dire est-ce que, parce que pour le moment, ce n'est que au niveau national qu'on a classé ces organisations, mais au niveau international, je ne crois pas savoir
que ces deux organisations sont classées en tant que telles ou en tout cas elles sont poursuivies pour quelques actes ou quelques activités subversives. Donc la question est de savoir est-ce que derrière ça maintenant il y a des deals ou quelque chose qui sont passés avec certains pays étrangers. Et auquel cas il faut s'interroger aussi quelle est la contrepartie. Parce qu'il y a celui que vous évoquez, le gendarme qui est installé en Espagne, à ce que je sache, il n'est pas... il n'est pas le seul. La question, c'est ça, Karim Kbir. Je voulais vous poser la question, je pense que votre réponse, elle va dans ce sens. Pourquoi donc on a mis tous les moyens pour faire extrader ce petit gendarme, et là je parle de grade, et on oublie le grand gendarme qui est Ghalib Belrsi. Encore une fois, c'est dans l'ADN du régime algérien, c'est-à-dire à chaque fois on focalise, on sacrifie des lampistes, des seconds couteaux au détriment des véritables, c'est-à-dire des gens qui sont les principaux les principaux personnages qui devaient être à l'origine poursuivis ou pour lesquels tout devait être mis en branle réellement s'il y avait une véritable volonté de les récupérer. Parce que je regardais par exemple sur les incendies comment on a tout fait pour un peu brouiller les pistes et puis on n'a pas vu par exemple un ministre démissionné ou un responsable démissionné ou quelqu'un qui a été sanctionné parce qu'il a été jugé coupable d'avoir failli à sa mission, d'avoir à tous les niveaux. Donc, comme d'habitude, on cherche en fait des seconds couteaux pour essayer, encore une fois, d'accréditer auprès de l'opinion comme quoi ils sont en train de faire, c'est-à-dire de poursuivre en tout cas les gens qu'ils accusent soi-disant de menées subversives, mais en tout cas, c'est pour éviter en tout cas de toucher au véritable problème, parce que Ghalib Belrsi, c'est un maillon au sein du régime, donc forcément, le coup sera terrible, contrairement à un gendarme ou à un petit officier qui était dans le corps de la gendarmerie, qui, à la limite, je ne pense pas qu'il détient de grands secrets d'État, mais c'est uniquement pour jeter encore une fois cette forme de couverture, c'est comment dire, c'est-à-dire une certaine, pour brouiller un peu les pistes pour qu'on ne s'attaque pas au véritable responsable. Est-ce que vous pensez donc qu'on est dans la diversion et la manipulation, sachant que beaucoup d'observateurs ont constaté que le premier visé, c'était le Hirak avant tout, la reprise de Hirak, mais on a vu aujourd'hui des images extraordinaires. Karim Kbir à Paris, une marche qui était extraordinaire de la diaspora algérienne, et ça prouve que le Hirak est toujours là, Karim Kbir. Mais bien entendu, l'idée du Hirak ne va jamais disparaître. Il y a quelque chose qui a changé fondamentalement en Algérie. Après, je vous dis, moi j'ai toujours en mémoire quelque chose qui m'a été raconté pendant la révolution de 54. Pour intégrer les rangs de l'ALN, on demandait aux postulants de commettre quelque chose contre le colonialisme pour prouver sa loyauté au mouvement, c'est-à-dire de libération. Donc, ce régime, il a perdu la confiance des Algériens. Il ne peut pas la récupérer. Donc, tout ce qu'il peut entreprendre, quel que soit ce qu'il peut entreprendre, il ne peut pas gagner la confiance des Algériens. Après, bien entendu, nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons vu qu'il a toujours cette petite armée, entre guillemets, de
de clientèle qui sont chargés un peu d'empoisonner, de polluer le débat, de brouiller les pistes, d'essayer d'attaquer le Hirak, d'essayer de déstabiliser, de diviser. Mais l'idée en elle-même, quand on se rappelle 2 ans en arrière, cette vague impressionnante de ce mouvement inédit du peuple algérien, c'est qu'il avait compris tous les enjeux. C'est qu'ils disent, le fameux slogan Itnahaouga, ce n'était pas, c'était dit spontanément, mais ça renvoie dans la conscience collective au départ de tous ceux qui sont responsables du désastre du pays. Donc aujourd'hui, les gens ont compris, même quel que soit tout ce qu'ils peuvent entreprendre, que ce soit l'enquête pour l'assassinat Arbi Rahmoud de Jamal Ben Sma, ou par exemple pour les incendies, ou pour tout ce qu'ils peuvent entreprendre, ils ne peuvent pas avoir, il n'aura pas, il n'aura jamais la confiance du peuple algérien parce que il y a un divorce consommé. Il est consommé, c'est-à-dire on ne peut pas réparer. Vous savez, il y a des choses dans la vie, quand on les perd, on ne les récupère jamais. C'est comme le temps. Donc la confiance, c'est à peu près la même chose. Quand on la perd, on ne peut pas la récupérer. Donc tout ce qu'ils entreprennent, les Algériens doutent. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien noté, Nassar, la réponse est venue de notre diaspora. Ça veut dire qu'ils sont là. Bon, encore une fois, parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté là-bas, ils vivent quand même dans un pays qui leur permet de s'exprimer librement et tout ça. Mais ils viennent de montrer que l'essentiel des Algériens sont attachés au changement. Ils sont attachés à l'unité, contrairement à tout ce qui essaie de véhiculer certains petits racistes embusqués derrière leur micro et derrière leur smartphone pour essayer encore une fois d'empoisonner le débat et de polluer et de détourner l'opinion sur les véritables problèmes qui vit le pays. Parce qu'il y a justement, les incendies ont occulté la véritable crise de la gestion calamiteuse de la pandémie. On avait bien présenté, si vous vous rappelez bien, on avait bien présenté que nous avions le meilleur système de santé de l'Afrique. On avait même annoncé au début de la pandémie que vers la fin du mois d'avril, on allait sortir de cette pandémie. Donc les Algériens ont maintenant compris. Et aujourd'hui, les gens, s'ils expriment leur sympathie vis-à-vis du gendarme, s'ils parlent de l'unité, parce qu'ils ont compris tous les véritables enjeux et ils ont compris qu'on ne va pas leur changer, c'est-à-dire qu'on ne va pas les détourner de la véritable revendication qui est celle d'un changement radical du système, sans quoi nous allons encore une fois nous enfoncer dans la crise et nous allons retarder encore une fois la résolution de cette crise. Très bien. Merci à vous, Karim Kebir. Merci d'avoir participé dans cette émission. Karim Kebir, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Les Algériens l'ont compris. Vous l'avez dit, Karim Kebir. Et ça a été exprimé par les Algériens de France ou les Algériens de l'étranger qui ont manifesté aujourd'hui et qui ont dit que le Hirak est toujours là. On écoute ce slogan et on essaie de voir ces images qui étaient extraordinaires, qui démontrent que le Hirak est toujours là. Et ça a été aujourd'hui à Paris. On regarde ces images. Donc c'était les slogans de la diaspora algérienne à Paris aujourd'hui. On a été rejoint par le professeur Nordin Aoussat, conférencier mais aussi militant politique
depuis Paris. Nordina Oussat, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Est-ce qu'on est avec nous, Nordina Oussat? Ah, on l'a perdu. On me dit on l'a perdu. On va essayer donc de l'avoir. Adel Jabbar, si on revient un peu sur ce qui a été reproché à la chaîne Al-Magharibiya, comme quoi on n'a pas fait le nécessaire face à l'affaire de Mohamed Abdallah, donc l'extradition de l'ancien gendarme, alors que, juste pour clarifier les choses, on avait invité donc les représentants surtout donc du mouvement Rachad pour s'exprimer sur cette affaire hier, mais malheureusement on n'a pas pu avoir les personnes qu'on a invitées. Moi-même, j'avais invité Mohamed El-Arbi Zetout pour y participer à l'émission d'hier et aussi pour en parler de cette affaire. Mais malheureusement, je pense qu'il était pris. Il avait donc décliné à la dernière minute donc notre invitation. Quel est votre donc sentiment par rapport à ça, alors que la chaîne a toujours été là pour essayer de véhiculer donc les causes justes de tous les Algériens? Je commencerai par dire que vous n'êtes pas des prophètes ni des anges. Vous ne pouvez pas avoir un satisfecit à 100%. Vous avez toujours des gens qui vont vous dénigrer. Rabbi subhanahu li khalqa al-abad كاين 50% يكفروا به في كل نهار. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاب لنا الرساله تاع الاسلام وتاع الاخوه وتاع المحبه وتاع الناس يكفروا به، الناس يسبوه. Et donc vous ne pouvez pas, vous, en tant que canal audiovisuel, qui pour moi est un média des plus révolutionnaires, parce que vous êtes le seul dans le paysage audiovisuel algérien à faire du direct, avec tous les aléas, avec tous les risques de dérapage. Vous donnez la parole à des gens qui vous aiment et des gens qui ne vous aiment pas. Donc moi, je ne souscris pas à ce genre d'approche. Les gens sont libres. Adel Jabbar, je vais vous couper la parole. Je m'excuse parce que on me dit qu'on a avec nous professeur Nordina Oussat, conférencier et aussi militant politique, qui est avec nous depuis Paris. Nordina Oussat, bonsoir. Marhaba bi. Bonsoir. Bonsoir Nassar. Bonsoir. Merci à vous, cher Nordine, d'avoir accepté cette invitation. Je vous entends très bien. Et merci à vous pour l'invitation. Moi aussi, je vous entends très bien. Allez-y. Ah ben, c'est super. quoi la question? J'aimerais d'abord entendre votre sentiment par rapport donc à l'extradition de Mohamed Abdallah, cet ancien gendarme qui a bien sûr été très clair dans ses direct YouTube, les vidéos qu'il faisait sur YouTube sur donc son engagement contre le régime algérien. Comment vous l'avez vécu? Beaucoup d'indignation, bien sûr, des hiératistes. Quel est votre sentiment, Nordina Oussat? D'accord, merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est Nassar, et je salue à l'occasion mon frère et ami Adel Jabbar de Montréal. Qu'est-ce que j'ai à dire? Avant de répondre directement à ta question, Nassar, j'aimerais apporter un petit éclaircissement, voire même un correctif par rapport à ce qui a été dit par notre frère précédent qui a pris la parole, pas Adel, celui d'avant, Monsieur Kibir. Mohamed Abdallah Karim Kibir. Mohamed Abdallah n'est pas un lampiste. Mohamed Abdallah n'est pas un second couteau. Mohamed Abdallah, c'est une vigie. Mohamed Abdallah, c'est un lanceur d'alerte. Mohamed Abdallah, nous comprenons seulement aujourd'hui ce qu'il a commencé à dénoncer il y a quelques années. Le mal, la gangrène, le cancer qui est au sein du corps de la gendarmerie. Pour qu'il y ait un gendarme, le commandant, le plus grand commandant de la gendarmerie en fuite à l'extérieur,
dont le nom a été cité, Belqsir. Belqsir, il fait partie de l'Aïsaba. C'est pour ça qu'on ne touche pas à lui. Il vient d'acheter une nationalité de l'État du Foutoyana pour 150 000 euros. Mais Mohamed Kibir n'est pas ni un lampiste, ni un second couteau. Il n'a pas été sacrifié pour protéger les autres. Il a été traqué. On a mis tout le poids que le régime algérien possédait encore pour faire pression sur l'Espagne et l'extrader. Ça, c'était juste pour la correction. Et je rajouterai une autre correction. Rachid et le MAC, même si je suis radicalement contre le MAC, je dirais que ce ne sont pas des associations ni des mouvements terroristes, ils ne seront jamais classés par aucun État européen comme étant tels, parce que les États européens ont des valeurs, ont des normes, ils ne pourront pas suivre l'État algérien dans sa dérive et dans sa folie. Sinon, que dire? Premièrement, j'exprime mes sentiments, ma compassion, ma solidarité à la femme de Mohamed Abdallah. Sinon, Mohamed Abdallah, il est entre les mains de l'État algérien, mais nous lâcherons ni l'État algérien, ni l'État espagnol. Il fut un temps où on pouvait aller en Espagne et tuer quelqu'un, comme l'a été fait le cas pour Khedal. Il fut un temps où on pouvait aller en Allemagne et tuer un opposant, comme ce fait le cas à Bonn pour Karim Belqasem. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Le Hirak est là. Rfdoul Alamat, Thawra Demarat, disaient les Algériens aujourd'hui par un grand nombre dans les rues de Paris. Donc mon sentiment, c'est un sentiment d'indignation, de colère, je dirais même, mais de détermination. Nous ne lâcherons pas Mohamed Abdallah, nous resterons... Est-ce que vous pensez, Nourdine Aoussat, est-ce que vous pensez que c'est un message pour tous les opposants qui sont à l'étranger? Apparemment, c'est le cas, Sénassar. Je lisais très rapidement tout à l'heure parce qu'en fait, je suis dans le sud de la France. Je passe mes 2 derniers jours de vacances et donc, apparemment, c'est le cas. Je lisais tout à l'heure sur un média algérien qui disait qu'il y a la semaine prochaine un grand responsable de la DGSE, la Direction Générale de la Sûreté Extérieure algérienne, qui va arriver en France pour refaire la même chose, pour négocier l'extradition d'un opposant aussi, un youtubeur, un lanceur d'alerte qui est Amir Boukhor, Amir DZ. Apparemment, c'est le cas. Mais ils vont pas traquer les sympathisants, comme disait tout à l'heure notre compatriote. Ils pourront pas. Mais ils vont faire pour l'exemplaire ceux qui ont un statut qui est un peu fragile. Ils n'ont pas des liens familiaux, par exemple, ou bien ils ont juste un statut fragile et ils le feront dans la précipitation sans passer par la justice. En fait, c'est juste l'exécutif avec lequel ils vont traiter. Est-ce que vous pensez que ces actions du régime algérien à essayer de traquer les opposants algériens et faire peur aux opposants algériens d'un côté, ou vous pensez que c'est une forme de faiblesse face au Hirak, que les Algériens n'ont cessé de dire que le Hirak est une idée. Le Hirak fikra ou le fikra la tamout. Absolument, c'est absolument, je dirais, et manifestement, la deuxième hypothèse que tu viens d'évoquer, c'est ça. L'État est tellement faible, est tellement fébrile, est tellement fragile, est tellement, je dirais, ils se sont tellement, comment dirais-je, fragiles, qu'ils traquent un simple caporal-chef, non plutôt adjudant-chef de la gendarmerie ou un simple youtubeur, qu'ils mettent tout ce poids, toute sa force diplomatique, toutes ces pressions, tous ces chantages pour ramener des gens de ce niveau, c'est qu'il a peur de toute parole qui est sourcée, de toute parole qui est prouvée, de toute personne qui connaît, qui a des informations qui viennent de l'intérieur. Donc c'est plutôt un signe de faiblesse plutôt qu'un signe de force. C'est pas le fait de ramener ou de réussir à faire extrader Mohamed Abdallah ne montre pas que le pouvoir est fort, bien au contraire, il montre que ce pouvoir est faible puisqu'il ne peut pas
supporter qu'un YouTuber puisse continuer à lancer des alertes à partir de sa petite page ou de son petit compte YouTube. Nourdine Naoussat, on va essayer d'éclairer un peu l'opinion publique sur donc l'accusation qui ont fait quelques-uns ou quelques militants du mouvement Rachid, mais aussi d'autres sur donc Al-Magharibia, sur la chaîne Al-Magharibia, que la chaîne Al-Magharibia a failli dans sa mission à éclairer l'opinion publique sur l'affaire de Mohamed Abdallah. Donc, alors que juste pour que les choses soient claires, hier, donc on avait invité dans mon émission, j'avais invité Mohamed Al-Arbi Zitout pour essayer donc de nous éclairer les téléspectateurs et l'opinion publique par rapport à cette affaire, mais malheureusement, donc il n'a pas participé à cette émission alors qu'il avait donné son accord pour y participer. Mais aussi, on avait invité dans l'émission Al-Umq que mon confrère Athman Sabah a présenté cette émission, Maître Rachid Mesli, qu'il avait parlé de cette affaire. Et aussi, auparavant, on avait invité aussi Assia Choud, qui avait aussi éclairé l'opinion publique par rapport à l'affaire de Mohamed Abdallah. Quel est votre sentiment par rapport à cette accusation, Nourdine Naoussat? Je vais être clair et bref, Sinassol, sur cette accusation. Moi aussi, j'ai lu quelques commentaires sur Facebook hier, mais je dirais que c'est un sentiment qui vient pas seulement des émotions, mais vient aussi de l'esprit. Ça fait 5 ans que je connais Al-Magharibia, je connais pratiquement un par un tous les intervenants, les responsables, les rédacteurs en chef et les journalistes, et je peux, je dirais, attester à tout le monde que Al-Magharibia n'a pas failli à sa mission sur ce point-là. Puisque Mesli, j'ai lu très rapidement tout à l'heure, comme je te disais, je suis en voyage, donc je suis en déplacement, j'ai lu Mesli lui-même, Maître Mesli disait que pour lui, il était improbable, il était, je dirais, absolument, il n'était pas possible que les autorités espagnoles l'extradent. Même lui, qui est pourtant un homme de droit, qui a de l'expérience, etc., il pensait que ça n'allait pas se faire. Donc, il faut arrêter cela. Nous avons la chance, je dis bien nous, les Algériens, tous les Algériens, de toutes les colorations, de toutes les pensées, des écoles de pensée, de tous les mouvements, de toutes les sensibilités, nous avons la chance d'avoir ce média Al-Magharibia qui apprend, qui est l'image, je dirais, l'ambassadeur de l'Algérie de demain, l'Algérie de la diversité, l'Algérie des débats. Il y a des gens qui disent que Al-Magharibia, c'est des berbéristes. Il y a d'autres qui disent que Al-Magharibia, c'est des éradicateurs. Il y a d'autres qui disent que Al-Magharibia, c'est des islamistes. En fait, Al-Magharibia, ce n'est rien de tout cela. Elle donne la parole à tous les Algériens, braves ou même lâches, pourvu qu'on entend de toutes les voix. Donc cessons à chaque fois d'accuser Al-Magharibia des choses dont elle est, et tout le monde le sait, qu'elle est innocente, qu'elle ne peut pas, une chaîne, c'est la chaîne du Hirak, c'est la chaîne du peuple, c'est la chaîne de la parole de l'Algérie, c'est la chaîne de l'Algérie de demain, au lieu de l'accuser à chaque fois sans preuve, il faudrait que chacun plutôt prenne ses responsabilités. Moi-même, je n'ai été alerté qu'hier soir du danger réel qu'il courait. Et j'ai fait un live hier soir dans la précipitation à 22h sur ma page Facebook. Et donc, ça a été fait. Allah Alam. Je dirais, tout le monde était surpris. Ne baissons pas les bras. Et c'est au contraire, c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut unir nos forces et qu'il faut qu'on soit solidaires pour ne pas lâcher Mohamed Abdallah et continuer à faire pression sur l'Espagne qui l'a extradé et l'Algérie aussi qui a demandé à ce qu'il lui soit rendu. Donc, Al-Magharibia, encore une fois, c'est la chaîne de la diversité de la parole, de la prise de parole, et ici aussi la chaîne du Chab, du peuple algérien. Est-ce que vous pensez que les images qu'on a vues aujourd'hui à Paris, Nourdine Naoussat, très rapidement, après je donnerai le mot de la fin à Adel Jabbar, étaient une réponse claire pour les autorités
que le Hirak est toujours là et que vous n'allez pas nous faire peur. Absolument, ça, on a eu l'occasion à maintes reprises de le dire, le point de non-retour, Moi, je me souviens très bien, j'allais exploser des craintes, de désespoir en juillet 2018 sur votre plateau quand on parlait quand il y avait la surenchère pour le soutien de Bouteflika. Je disais, c'est pas possible, on peut pas accepter le 5e mandat. J'avais peur que les Algériens, mais aujourd'hui, ça y est, depuis février et surtout depuis mars 2019, ça y est, j'en suis convaincu que le point de non-retour a été franchi, que les Algériens ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce que, Inch'Allah, le train sera sur le rail vers Doula al-Madaniya, Doula démocratia, Iradat al-Shab, Siyadat al-Shab. Il n'arrêtera pas. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Merci. Merci Nordin Awsat. Nordin Awsat, je pense qu'on l'a perdu. Merci à vous Nordin Awsat. Adel Jubbal, le dernier mot surtout sur cette question de l'unité du peuple algérien. On l'a vu bien sûr s'exprimer quand il y avait les incendies, cette solidarité, mais aussi l'unité de dire que nous sommes tous algériens contre ce crime odieux de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahmou, que certains relais du régime ont essayé d'exploiter pour casser cette unité. Est-ce que vous pensez que cette unité fait mal au régime algérien? Ça fait extrêmement mal. Ce régime-là, arriéré, archaïque, et complètement sous-développé sur le plan intellectuel, est en train d'user de méthodes qui datent de l'an 108 avant Jésus-Christ. Donc, à l'époque de l'Empire romain, particulièrement à l'époque de Cicéron, la doctrine était divisée pour régner, mais les Romains étaient beaucoup plus intelligents que le pouvoir de l'époque. Moi, ce que je dis à ce régime gangréné, c'est qu'il est fini. Le divorce est consommé, il est sans appel. Il faudrait qu'ils le comprennent. Ce n'est pas en s'agitant de cette manière-là, ce n'est pas en essayant de faire peur aux Algériens qui vont pouvoir se protéger, faire perdurer leur système maléfique et satanique et gagner la bataille. Ils ont beau s'entourer de toutes les puissances du monde. Donc on n'a pas un peuple avec soi. Parce que cette dictature est une culture hors sol. Elle n'a pas de racines dans la société algérienne. La seule chose qu'ils savent faire, c'est brandir une mitraillette et nous faire peur. Mais aujourd'hui, la jeunesse algérienne a complètement changé de paradigme. Elle a évolué. Elle n'est plus dans la civilisation des garages, comme disait Sellel Akdeboun. Elle a évolué. Or, ce régime-là, avec sa vieillerie, sa brocante, et puis ces généraux croupions, ils sont encore dans le logiciel MS-DOS, qu'on n'utilise plus, absolument plus. Mais... Donc, moi, personnellement, ce que je demanderais aux Algériens, c'est de garder espoir. Ils ne sont pas forts, et nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas organisés, mais je vous assure que demain, à un moment tout à fait inattendu, vous allez trouver des millions d'Algériens dans la rue pour réclamer leur liberté. Ce régime criminel-là n'a personne derrière lui, mis à part des puissances étrangères auxquelles il est en train de donner du fric et des pans entiers de la souveraineté nationale, mais de tout le peuple algérien, il n'a que 40%. Et les résultats de tous les simulacres d'élections prouvent encore une fois et démontrent que ce régime-là est un anachronisme par rapport à l'Algérie. Merci Adel Jubbal. Adel Jubbal, merci d'avoir participé dans cette émission. Analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui était avec nous depuis Alger. Merci à Karim Kebir, journaliste. Et merci aussi à professeur Nordin Awsat, conférencier et militant politique. Et merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.